Bonjour, bon après-midi, bonsoir. J'espère que vous arrivez à nous écouter tout cela. Je suis Yannick Miafo, fondateur de l'ADAPT, et aujourd'hui, votre host pour la huitième édition de notre ADAPT Tech Talk. C'est un grand plaisir aujourd'hui parce que nous avons un expert de l'IA qui va venir nous parler euh, de l'évolution de l'IA aujourd'hui. Mais avant ça, nous sommes ADAPT, l'African Digital Academies and Programs of Transformation. Notre objectif est de pouvoir, avec nos académies digitales, donner euh, des outils aux étudiants, tous ceux qui sont intéressés à transférer, à avoir une opportunité dans le domaine technologie qui continue à avancer. Et l'IA fait partie centrale de cette transformation aujourd'hui. Donc, c'est important pour nous de pouvoir s'arrimer à ces changements. Donc, créer un MVP simplement avec l'IA, c'est un titre qui donne vraiment l'envie de comprendre comment on arrive à le faire, qu'est-ce qu'il faut. Et voilà exactement aujourd'hui. Nous savons bien que résoudre des problèmes comme créer des applications, ça prend beaucoup. Traditionnellement, ça prend beaucoup d'efforts. Si vous voulez faire un website, généralement, vous avez besoin de travailler avec toute une équipe. Un MVP, c'est un minimum viable product. Voilà, ça nécessite généralement des semaines de développement des équipes techniques et souvent un budget qui vient vraiment conséquent. Mais nous vivons une révolution qui est silencieuse. L'intelligence artificielle ne se contente plus de nous répondre à nos questions comme auparavant. Elle peut maintenant transformer vos idées en applications fonctionnelles. Donc, on a vraiment le plaisir d'avoir Joël Parfait, QAT, qui va vous démontrer comment passer d'une idée à un prototype en quelques heures. En fait, on n'a même pas quelques heures, on va parler ici d'à peu près une heure et demie. Et ça se passe en une heure et demie, pas des mois. Voilà. Joël est un expert consultant mondial bien connu dans le monde de l'IA. Il a écrit des ouvrages sur l'IA et enseigne l'IA à travers le monde. Donc, nous sommes très ravis et chanceux de pouvoir l'avoir aujourd'hui dans notre cadre pour venir euh, donner un peu euh, partager un peu sa connaissance donc, avec nos membres et ceux qui s'intéressent à ce que nous faisons. Donc, Joël, bienvenue. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, tu nous joins aujourd'hui de la Belgique, c'est ça? Effectivement, nous sommes à Bruxelles et il fait chaud. C'est exceptionnel. Il fait Habituellement, il chaud. pleut. Ah, mais ça c'est bien, ça c'est bien. Mais je sais aussi que Joël, c'est pas toujours facile de t'avoir à un endroit, hein. C'est toujours, tu es toujours dans des déplacements. Donc, Et justement, avec beaucoup de... Là, par exemple, il y a 2 semaines, on était au Sénégal en mission économique avec la Belgique, justement, où on allait un peu On allait un peu comme des entreprises pour la coopération belgo-sénégalaise, plus ou moins voir ce qui se passe sur place, faire un peu de notre veille, mais aussi voir comment on tisse les partenariats. Et j'ai aussi remarqué qu'en matière d'IA et en transformation numérique, le Sénégal est quand même l'un des pays qui essaie de faire des choses plutôt intéressantes. Ça nécessiterait vraiment de s'y pencher et j'ai vu beaucoup de choses là-dessus. Là, oh, le Sénégal. oui, surtout en IA générative, j'ai rencontré des jeunes qui développaient des modèles avec des moyens rudimentaires. On pensait à less is more, comme on dit souvent en matière du X, et c'était pas mal, honnêtement. Voilà, donc, on a notre académie digitale au Cameroun, ça, c'est inspirationnel. Ça veut dire qu'ils sont pas, ils doivent aussi prendre le chemin, hein. C'est lancé déjà au Sénégal et je suis sûr avec dans d'autres pays aussi en Afrique. Donc, on doit vraiment suivre le train. C'est ça, c'est ce que tu veux nous dire. Effectivement, c'est que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest est exceptionnel, mais n'en est pas impossible en Afrique centrale. On peut faire les choses. Donc, voilà. Donc, avant de lancer, on veut un peu connaître, euh, Joël, quel est un peu ton background? Comment tu es arrivé
dans l'IA? Alors, j'ai un parcours plutôt atypique, comme je l'ai dit sur mon compte LinkedIn. J'ai commencé au Cameroun comme bon nombre de jeunes. À l'époque, j'avais fait un BTS en informatique de gestion. Et j'ai vraiment pas, j'ai terminé le processus, le cursus, mais avant d'être en BTS, je rêvais d'être cosmonaute, comme tout enfant, et je suis allé à Mouékel et fait STU. Donc, du coup, c'était Sciences de la Terre et l'Univers. Mais j'ai pas terminé, je me suis orienté dans un BTS. Et sur le côté, avec le BTS, j'ai voulu faire une certification en infographie parce que je maîtrisais bien la suite Adobe et tout. Mais sauf qu'au-delà de ça, j'ai été repéré par une école belge qui faisait du design. En fait, le design en général, c'est l'expérience, ce n'est pas juste du beau. Et j'ai postulé, j'avais un concours à passer, ce qui fait que je me retrouve en Belgique, à l'ESA Saint-Luc, où je dois terminer un bachelier, dans un bac plus 3 en, en culture graphique, en fait, un truc comme ça. Donc, ça finit par un bachelier en communication créative, qui était un peu ce truc-là. Et sauf que j'étais quand même l'un des seuls étudiants qui arrivait à allier le côté informatique et créa. Donc, j'ai terminé, je me suis réorienté pour finir mes études maintenant en matière d'informatique, puisque de toute façon, c'est ce que je savais faire. Donc, pendant que je me formais à la fois en publicité, en créa, en tout ce qui allait avec, j'étais sur le côté en train de compléter un cursus en informatique, puisque le BTS n'est pas reconnu en Belgique. Donc, ce qui fait que 3 ans plus tard, je me retrouve encore avec un bachelier en informatique, plus un bachelier en communication créa. Je me spécialise maintenant en expérience utilisateur 1 an à l'ULB, donc pour avoir un diplôme en UX. Et sur le côté, je me trouve en train d'être confronté à vouloir faire des certifs parce que de toute façon, dans le milieu de l'emploi, il faut comprendre un peu. Donc, je me lance dans les certifications à Amazon Web Services, je me lance sur des certifs de Azure. Et au-delà de ça, là, je termine, je me suis inscrit dans des formations aussi à Polytech de Tunis. Donc, ce qui fait que je termine en fait actuellement un certificat en IA à Polytech de Tunis et une équivalence plus ou moins 2 ans plus tard avec un diplôme d'ingénieur type RNCP7 en matière d'IA en France. Donc, quand je vois le cursus, c'est vraiment 2 bacheliers, 2 spécialisations et un bac plus 7, donc diplôme d'ingénieur IA. Et puis voilà. Donc, Diplôme d'ingénieur IA. oui, et le diplôme d'ingénieur IA actuellement est en cours d'équivalence parce je travaille sur un nouveau mémoire. Et justement, le mémoire sur lequel je travaille, c'est un RAG, c'est parler du RAG et comment le RAG peut effectivement aider dans l'implémentation des documents juridiques et dans le contexte de tokenisation, vectorisation, chunk et tout ce qui va avec. Bon, en fait, c'est un peu la suite logique d'un projet que j'ai lancé à Bruxelles qui s'appelle Jurisys.ia, qui est une IA générative qui est contextualisée pour le droit belge. Alors, quand je leur dis ça, ils disent waouh, le droit belge, c'est. Après, je leur dis, mais les gars, c'est quand même des documents avant tout. Donc, du coup, il y a la partie ingénierie, compréhension légale, compréhension des lois, rédaction, mais il y a la finalité qui est un document qu'on remet à la population, du moins aux citoyens. Et c'est ce sur quoi je travaille. Donc, je n'ai pas besoin d'être un expert du droit pour comprendre le truc, mais j'ai Mhm. quand même la compréhension de transformer les documents en chunk, faire du chunk sur les documents et les vectoriser, quoi. Et c'est ça qui permet de faire ça. Ce projet-là, il est actuellement incubé aussi au Canada, au Shawinigan, au DigiUp, où on essaye de pouvoir le faire. Mais le DigiUp est encore, on a encore pour parler, mais ce projet, on a une version jurisys.ca, jurisys.cm qui est aussi au Cameroun déjà, cette IA Ah, pour le Cameroun et jurisys.sn pour le Sénégal. Donc, ça s'extend, ça grandit. ça grandit. Donc, on découvre aussi un côté de toi qui est un entrepreneur. Donc, c'est pas seulement la théorie, c'est appliquer, mettre ça déjà en pratique avec les juridistes. J'ai eu l'opportunité de visiter le site. Je pense que j'ai visité celui de la Belgique. Oui, Et c'est un bon travail, hein. Donc, pour ceux qui sont merci. connectés, on ne parle pas seulement de l'IA comme un buzz, comme un hype. Ça, c'est en fait, on montre des choses qui sont appliquées, qui résolvent des problèmes dans la vie quotidienne. Ça, c'est très bien. Et aussi, tu as un ouvrage qui est récent, c'est ça? Oui, effectivement, il est là. C'est cet ouvrage, Par voie et le flou, vous ne voyez pas. Mais c'est un ouvrage qui s'appelle L'intelligence artificielle, l'Afrique et l'intelligence artificielle, justement. C'est
306 pages vraiment de Wow. réflexion, d'innovation, d'applications concrètes basées sur de la donnée que d'autres entreprises ou bien que des organisations internationales ont rendu public. Je prends un bête, je vais juste te dire par exemple, si je vous posais la question, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut résoudre le problème des coupures d'électricité dans la ville de Fumbout? Ah. Voilà. Alors, à partir de là, on pourrait réfléchir sur une solution concrète en utilisant peut-être de la donnée historique, en comprenant un peu comment le machine learning peut évoluer jusqu'à ce qu'arriver à quelque chose de concret. Alors, ce n'est pas un livre qui est hyper technique, c'est un livre qui sait également à pouvoir sensibiliser parce qu'on est déjà face à un public qui veut comprendre avant d'appliquer, mais c'est un livre qui est très bon au départ pour tout start-upper, pour tout jeune qui veut créer un truc, pour tout incubateur qui veut coacher des projets et même pour tout citoyen curieux qui aimerait mieux comprendre la problématique dans son contexte. Alors, tout ça, c'est aussi parce que j'ai une entreprise qui s'appelle Digital House Company, dont je n'ai pas cité, et c'est mon cabinet de consultance avec lequel je fais des formations ici en Belgique auprès des entreprises trouvées par l'État, la Wallonie, la Bruxelles, je suis partenaire avec eux dans des programmes comme Digital Commerce, où ils trouvent des entrepreneurs et je les forme sur des problématiques poussées comme l'IA, la cyber et autres. Wow. Donc, Oui, et je te suis sur LinkedIn. Un conseil à toute personne qui est intéressée à l'IA, c'est seulement te suivre, c'est assez pour rester, pour rester à la page de l'information avec tout ce tout ce qui vient avec. Et j'aime bien que le contexte, avec le contexte que tu suis, c'est un contexte qui n'est pas seulement, je veux dire, du côté occidental, mais c'est appliqué aussi en Afrique, parce que tu suis aussi, il y a beaucoup de séminaires que tu fais avec l'Afrique, comme tu as parlé au Sénégal et tout. Et oui, ça donne une perspective qui est différente et qui montre que ça peut s'appliquer, ça doit s'appliquer aussi dans d'autres régions comme en Afrique. oui, Donc, nous sommes très ravis de t'avoir aujourd'hui. Euh, Avant que nous lançons, si je vais prendre un moment pour rappeler à tous ceux qui sont connectés, nous, Adapt, on a notre Digital Makers Programme qui va commencer ses vacances dans notre centre qui est situé au marché central à Yaoundé, en face Niki. Donc, on va donner des cours, un niveau 1 qui est un niveau d'initiation aux outils informatiques. On va le faire de lundi à mercredi, de 9 à 11 heures à Yaoundé. Et on demande juste 20 000 francs. Donc, en fait, on veut juste que les gens, des enfants au lieu de rester à la maison, de jouer au quartier, voilà, de ne pas utiliser leur temps vraiment comme il le faut, peuvent s'offrir des cours d'informatique et on a un niveau 2 qui va jusqu'à l'IA appliquée pour résoudre des petits problèmes. Donc, si vous avez des frères, des neveux qui sont à Yaoundé, ou nièces qui n'ont rien à faire pour les vacances, maintenant vous savez où ça va se passer ces vacances ici. Donc, avec ça, Joël, on va te passer le floor, on va te passer notre session ici pour que tu nous guides, que tu nous éduques encore un peu plus sur l'IA. Et si vous êtes connecté en ligne, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions. Au fur et à mesure que nous allons sur la présentation de Joël, on va répondre quand on peut. ok. Alors, je fais pas. Donc, j'espère il y a déjà une question, mais on va pouvoir répondre sans problème. Alors, est-ce que vous voyez mon écran peut-être? Oui, mais on voit tout l'écran. Donc, je pense qu'il est question de partager peut-être. Ok, oui, ça va. Alors, donc, déjà, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pendant l'appel ou bien avant. C'est bien un plaisir d'échanger sur ce sujet qui me tient un peu à cœur parce que j'ai une entreprise de consultance, Digital House Company, et quand je vois la manière avec laquelle on travaillait il y a 4 ans, 4 ou 5 ans, je me posais parfois la question à savoir, est-ce que, au vu de l'avancée de la technologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, tout le monde entend parler d'IA,
Et je me demandais à l'époque jusqu'où est-ce que l'IA pouvait vraiment aller, parce que nous, on avait à l'époque juste des IA de type discriminative, en fait. Ce sont des IA qui permettent de faire de la classification, en fait. Donc, un exemple, c'est votre chaîne YouTube. Ce que vous voyez sur YouTube, c'est ce que vous aimez. Donc, en réalité, il y a ce qu'on appelle un certain historique qui se crée. Et c'est cette donnée historique qui permet de pouvoir prédire la donnée qu'on peut utiliser. Mais parfois, je me limitais à me dire, bah, est-ce qu'avec cette IA historique, on peut faire des choses hyper concrètes? Mais les applications n'allaient pas jusqu'à là. Mais il s'avère qu'avec le temps, avec les cours que je donne aux étudiants en UX Design, justement ici à Bruxelles, on a fait une session de 3 jours sur IA et UX, ce qui m'a inspiré cet atelier que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, cet atelier, c'est comment créer un MVP grâce à l'IA et aux outils disponibles. Alors, j'aimerais bien déjà mettre une mise en garde, c'est que cette session n'est pas un tutoriel. Donc, je ne vais pas vous expliquer, voilà, clique ici, clique là-bas, non. Mais je vais vous ouvrir l'esprit pour que vous voyez les perspectives, en fait. Et tout ça en vous montrant de manière pratique, un peu quand même, de temps en temps, des choses que certains outils. Donc, c'est plus des démonstrations. Alors, il faut savoir qu'en effet, au-delà de ça, on doit savoir déjà pourquoi est-ce que grâce à l'IA, on parle de MVP aujourd'hui et pourquoi est-ce que ça devient hyper clivant. C'est parce qu'avec le temps, il faut savoir qu'en effet, qu'on parle de MVP, il faut qu'on remette en contexte l'innovation accessible. C'est un terme qui peut être barbare, mais en réalité, tout le monde fait de l'innovation sans se rendre compte. Alors, il y a encore des gens qui vont me dire l'innovation, c'est compliqué, mais en général, aujourd'hui, créer un truc, on n'a pas trop besoin. On aurait eu, en fait, les mêmes ressources d'avant ne sont plus les mêmes. Disons ça comme ça. Le développement accéléré, il y en a qui vont me dire, bah, je développe depuis des années et je peux vous avouer que l'IA fait de la merde. Oui, je suis d'accord, mais je peux quand même dire que ça permet d'ouvrir des perspectives afin de tester des V0 qui ne sont même pas des MVP, même avant des V0. Il faut savoir que quand on parle d'IA, c'est un outil hyper puissant parce que, voilà, je pense que pour ceux qui essaient de suivre l'actualité, ils n'arrivent plus à suivre vraiment. Il faut se le dire déjà. De jour en jour, il y a un nouveau modèle qui sort. Déjà, c'est quoi un modèle? Il faut comprendre déjà c'est quoi un modèle avant de comprendre à quoi sert le modèle. Et même au-delà de ça, les acteurs sur le marché sont en concurrence, ce qui fait que pour une personne lambda qui observe de loin, ça peut être très difficile de comprendre ce qui se passe. Alors, dans l'objectif de l'atelier aujourd'hui, bah, de nos 1 heure, maxi 1h30, c'est de comprendre déjà le concept d'un MVP de base, c'est de savoir à quoi ça sert. On parle toujours de produit minimum viable, mais qu'est-ce qu'un produit? Quel est le minimum? C'est quoi la viabilité dont on parle? On va essayer de parler de l'IA et du no-code. Je pense que beaucoup parmi vous, comme dans les écoles d'ingénieurs, je les vois, 3 ans, on est à full sur le code, on est au fini, on veut être full stack et tout. Mais lorsqu'on commence à faire face à des outils no-code, on commence à être réticent. Voilà, on se dit, bah, j'ai passé toutes ces années à apprendre à faire du JavaScript, du Python, à faire de l'orienté objet, du Java. Mais qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre en me disant que avec du drag and drop, je peux créer un site Internet? Voilà, il faut déjà qu'on déconstruise ça. Donc, il y a le no-code. Le but aussi, c'est vous parler des outils. Il y a énormément d'outils aujourd'hui et je pense que la majorité de la population entre lambda normale n'a pas conscience de ces outils. Et en plus, même des développeurs, j'ai vu des développeurs qui aujourd'hui ne savent même pas comment prompter pour pouvoir avoir une solution concrète. D'où le terme du vibe coding, en fait. Donc, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, il faut plutôt repartir de zéro, comme on nous a appris, nous faire assister par une IA pour créer quelque chose, ou bien l'application concrète sera un exemple. Je vais vous montrer comment on peut, avec du vibe coding, faire un front-end très facilement. Et je vais vous montrer comment je peux connecter ce back-end, ce front-end avec un outil d'automatisation qui va récupérer un webhook. Un webhook, c'est un peu comme une requête en attente. C'est un peu comme quand vous avez votre grand frère qui va vous rendre visite. Il vous dit qu'il arrive le lundi, mais vous ne savez pas à quelle heure. Bah, le petit garçon à la maison va dire tonton arrive. Tout le temps, il va aller à la porte pour regarder si tonton arrive. Bah, à chaque fois qu'il va regarder, bah, il est un webhook en fait. Ça veut dire qu'en fait, le jour que tonton arrive, paf, il aura l'information et il va retransmettre ah, tonton arrive, allons lui faire yayato. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. C'est cet outil qui est en attente d'une requête.
Et cette requête va arriver et un processus va se faire automatiquement en arrière. Et ce processus, on va le faire avec du no-code encore, via un outil d'agent IA qu'on appelle des N8N. Bah, ce n'est pas un outil d'agent IA de base, c'est un outil d'automatisation. Mais en réalité, on l'utilise pour créer des agents IA. Bah, en fait, le but de la formation, ce n'est pas vous faire un tutoriel. J'ai conçu déjà des modules en avance. Donc, je vais juste les reconnecter et vous allez voir comment ça va marcher. Alors, le but, en fait, c'est aussi comprendre c'est quoi un MVP. Bah, d'habitude, les MVP, c'est d'abord pour avoir des retours d'utilisateurs rapides. J'ai envie que vous compreniez que quand on veut créer un projet, un produit, comme on voit à Dropbox, par exemple, Airbnb et autres, on ne se lance pas tête baissée à développer un Airbnb. Non, on essaie de lancer d'abord une version très light sur laquelle on va tester avec de vrais utilisateurs et ces utilisateurs vont nous permettre d'aller vers des versions plus élaborées. Bah, du coup, l'avantage, c'est quoi donc? C'est de pouvoir gagner en temps parce que chaque fois que vous aurez un produit hyper light à tester, tous les feedbacks des utilisateurs sont précieux pour avoir un produit quand même mieux abouti. Et c'est ça qui permet de faire ce qu'on appelle le management de risque et réduire le risque, en fait. Et quand on parle de management de risque, on parle également de temps et de budget. C'est où le bas blesse. Qui parle de projet, je pense qu'à l'époque, moi, je développais des sites à l'époque sur du WordPress. Je le faisais parfois en 4 semaines pour un site sur WordPress. Parfois, on le faisait en 2 semaines. Mais aujourd'hui, on peut le faire en, rassurez-vous, en 3 minutes. Un site sur WordPress. Alors, c'est quoi donc l'objectif? C'est parce qu'on veut avoir des fonctionnalités essentielles pour démarrer un projet. C'est pour ça qu'on dit minimum viable produit. Quand on a fait le post de cette annonce, j'ai vu un commentaire qui a dit que non, pour faire un MVP, il faut bien une étude avant, il faut ci, il faut ça. Je ne suis pas d'accord. Bah, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas contre. Ça veut dire pour autant que, parce que les choses évoluent, on peut faire ces études-là, mais aussi assisté par IA, et on peut aussi ne pas les faire. Donc, ça veut dire que pourquoi un MVP, c'est de tester rapidement. Vous allez tester une application vite fait, voir si ça marche, si les gens ont un intérêt, et se baser dessus pour pouvoir évoluer vers des versions plus améliorées. Recueillir des feedbacks via des vrais utilisateurs, des vraies interactions, limiter les coûts et attirer des investisseurs. Alors, ça, c'est le plus important. Il faut savoir qu'en effet, ici en Belgique aussi, ce que j'ai remarqué, dans les appels à projets d'innovation, je prends peut-être le cas de Innoveris, où j'ai essayé de postuler un moment, euh, ils ne t'attendent pas un produit fini. Voilà. On veut donner l'argent pour développer un produit. On n'attend pas d'avoir déjà l'application qui marche avec les tests et tout. Ça bloque parfois même le processus de financement. Parce que les gars vont dire, bah, ton truc, il marche. Oui, c'est vrai, c'est top. Mais sauf que nous, on veut quelqu'un qui a encore une idée parce qu'on a tous les outils en place pour pouvoir l'accompagner à élaborer l'idée. Et c'est au bout de ça qu'il va développer son MVP avant de tester. Donc, du coup, si je ramène un produit comme Jurisys qui est tout bon, qui est déjà tout fait, bah, il y a de fortes chances qu'on me dise, bah, toi, sur quoi tu te bases, en fait. Donc, il faut savoir qu'en effet, ça ouvre une porte à l'investissement. Et vous verrez qu'en effet, beaucoup de boîtes aujourd'hui ont levé des fonds avec des MVP dont vous n'avez même pas idée. Un exemple, Dropbox, qui a levé des fonds avec une vidéo. En effet, ils n'ont même pas créé l'application, mais ils ont eu une vidéo pour démarcher, pour aller pitcher devant des investisseurs. Alors, il faut savoir donc qu'aujourd'hui, à l'ère des IA génératives démocratisées, parce que l'IA, ça existe depuis de belles lurettes, 3 éléments. Il y a le no-code, il y a le low-code, il y a le code. Je vais partager mon écran, je vais vous expliquer. Si je parle de no-code, je pense que la plupart parmi vous ne voient pas peut-être ou bien comprennent, mais si je dis no-code, il faut savoir qu'en fait, c'est ça. Heureusement que Google a déjà son aperçu IA, donc je ne vais pas trop me casser pour les slides. Vous comprenez que c'est bien cette approche qui va permettre de créer des sites web sans avoir besoin d'avoir à implémenter des langages de programmation. La plupart du temps, dans des écoles de formation, on nous apprend à programmer, c'est top, mais c'est bien qu'on ait aussi cette logique de ne pas programmer pour avoir les mêmes résultats. Du coup, il faut savoir qu'en effet, il y a ce qu'on appelle des plateformes no-code, en fait. Et parmi les plateformes no-code, il y en a énormément. Moi, je ne vais pas citer la plupart, mais parmi, on a une plateforme qu'on appelle par exemple Webflow. Webflow, c'est une plateforme qui est en train de monter très vite.
Ils ont pour ambition de détrôner WordPress, pour ceux qui connaissent très bien c'est quoi WordPress. Mais vous voyez qu'ici, sur Webflow, on a la capacité, par exemple, de pouvoir créer un site en faisant du drag and drop, mais en ayant ce qui est bien la logique qu'il y a derrière les interfaces, c'est-à-dire le code en HTML et en CSS. Ça, c'est un exemple. Si je vous parle également d'un autre outil qu'on appelle Framer, par exemple, Framer, c'est aussi une plateforme no-code qui est basée aussi sur ce genre d'outils. Ou sur le côté, vous avez également, comme vous voyez là, des différents calques, on peut les appeler comme ça. Et les calques permettent de pouvoir générer, du moins créer du contenu. Et pour info, ils ont une IA intégrée, ce qui veut dire qu'avec cette IA, je peux générer un front-end hyper facilement. Et la réalité, c'est qu'avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Là, par exemple, ce que vous voyez, c'est un prototypage qui est carrément représenté sur plusieurs devices à la fois, c'est-à-dire du responsive à temps réel. Parce que là, il va faire ça, et sur le côté, ce que vous avez, c'est la version en tablette et la version sur mobile. Donc, ça, c'est ce qui se fait en matière de no-code. Alors, il y a des écoles qui sont qui sont spécialisées. Je vous parle de WeWeb, par exemple, c'est un autre outil qui peut vous permettre de pouvoir créer des applications mobiles. IA, vous voyez ça, c'est créer des applications mobiles avec du no-code. Et ça, ce sont des exemples, même logiques. Vous voyez que là, c'est toujours sur le côté un outil qui permet de la génération de calques. Sur le côté, on a une interface qui permet d'afficher. Et là, on a des options des outils. Donc, du coup, à la fin, on peut reconstituer tous les composants et avoir un élément qui fonctionne. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui n'est pas ça. Alors, je vais vous montrer bien autre chose et on va travailler sur du vibe coding. Alors, ça, c'était le no-code. Maintenant, si je vous parle de ce qu'on appelle le low-code, il faut savoir que le low-code, c'est un peu comme ce qu'on a l'habitude de faire avec du WordPress. Vous voyez qu'ici, c'est quoi? On a du glisser-déposer au lieu de coder manuellement. Vous voyez, le glisser-déposer, quelqu'un va dire, mais le no-code, c'est aussi du glisser-déposer. Non, mais la différence qu'avec le low-code, on peut ajouter et injecter du code en arrière-plan. Par exemple, si je vous parle pour ceux qui ont déjà fait des sites avec Elementor, si je vous parle de Elementor sur WordPress, vous allez avoir des choses comme ça. Elementor va vous aider, par exemple, à créer sur WordPress, puisque c'est une extension WordPress qu'on peut intégrer à une installation WordPress, la capacité avec du drag and drop de pouvoir générer du moins de très beaux fontaines. Vous allez voir qu'au-delà même de ces fontaines, vous avez même du moins la possibilité d'ajouter aussi votre propre code, des snippets en JavaScript. Et ça va très loin. Donc, du coup, je peux citer WordPress, je peux citer des outils comme pour ceux qui veulent faire des applications mobiles, Flutter, Flutter Flow, qui est cet outil qui va vous aider, par exemple, à pouvoir faire du drag and drop directement et générer du code en Dart. Le Dart, qui est le langage de programmation qui se cache derrière Flutter. Vous voyez que ça, et ça, c'est un outil de Google en plus. Et vous voyez les boîtes qu'il utilise, IBM, Amazon, Google, etc. Donc, ça me fait un peu me prendre du retrait et je me dis, quand je vois un étudiant qui me dit, j'aime pas le no-code, WordPress, ça m'énerve, tout parce que j'ai appris à coder à l'école, je dis, mais t'es dans l'ombre, parce que si Google utilise du no-code, toi, t'es qui pour ne pas utiliser du no-code, en fait? Toi, qu'est-ce que tu vas ramener de plus, puisque ce sont eux qui développent les technologies. Ils les développent pour gagner en temps. Tu dois plutôt apprendre à utiliser plutôt que de vouloir faire à l'ancienne. Et ça, je n'ai pas parlé de l'IA. Vous voyez qu'ici, dans le site, ils ont déjà la partie IA. On peut créer une application avec de l'IA directement sur Flutter Flow. Là, je ne suis pas connecté, mais dans la démo, si je vous montrais ce qui se passerait, c'est juste qu'avec un prompt, on aurait pu écrire carrément toute l'interface d'une application. Mais ça, je vais vous montrer tout à l'heure avec d'autres outils qu'on va passer à la phase prototypage, par exemple. Parce que ce que vous voyez là, pour le moment, c'est simplement un outil, mais je peux vous avouer que derrière, il génère du Dart. Et le Dart, c'est magique parce que c'est grâce au Dart qu'on peut faire des progressive web apps et déployer à la fois sur Android et à la fois sur iOS. Donc, voilà pour le moment, quand je parle de no-code, de low-code, et maintenant le code, vous connaissez tous, et c'est où le bas blesse. Aujourd'hui, même le code, on peut l'automatiser avec l'IA. On va tester des outils tout à l'heure, mais si je vous parlais déjà du premier outil, on va tester par exemple Bolt. Que si je prends Bolt pour un new, c'est un outil d'IA comme ça,
et que je vais lui demander, là, on va peut-être se connecter. Là, je pense, j'ai un compte sur GitHub, on va aller vite fait. Avec Bolt, on aura la capacité donc de générer du code. Donc, je pense que pour ceux qui ont déjà commencé à utiliser au minimum les IA génératives comme ChatGPT, vous savez que ChatGPT peut générer du code sur son modèle 4.1, qui est vraiment plus dirigé pour les développeurs. Je prends un petit exemple. Si je lui dis, je vais lui donner le prompt le plus basique possible, mais après, je vais vous montrer comment on fait un meilleur prompt. Si je lui dis une interface web pour la réservation, pour l'association, mettre adapt, je vais mettre, voilà, je vais écrire adapt, spécialisé dans la vulgarisation de la technologie en Afrique. Je dis juste un truc comme ça. Après, vous allez me rectifier. Vous allez voir qu'ici, juste à envoyer un petit prompt comme ça, il s'avère qu'en effet, Bolt va comprendre ma requête. Il va essayer de me dire exactement qu'est-ce que tu dis. Est-ce que tu veux vraiment faire ce que je vais te dire? Il dit, basé sur les recommandations que vous m'avez faites, vous voulez que je crée un site pour Adapt. Adapt est spécialisé en SAR et tout, voilà. Si ça t'intéresse, on se lance. Il dit, OK, bah, je n'ai même pas dit. Il a déjà lancé l'installation de NPM pour lancer tout ce qui sera configuration de package. On voit bien que là, il est déjà en train de parler de Tailwind. Il configure déjà quelque chose. Là, il est en train de lancer la page index.html. On voit bien qu'il est en train de pouvoir créer un dossier SRC dans lequel il va stocker la partie CSS. Il me met un favicon. Il est en train de update tout ça. Et tout ce que je peux voir, c'est ça. Vous voyez qu'ici, j'ai un petit IDE qui s'est créé. Et mon IDE est en train de développer à ma place. Vous allez voir que tout ce qu'il y a est en train de s'écrire. Alors, je vois bien les fichiers qui ont été déjà créés là. Je vois bien que dans mon fichier index, on peut venir voir. On voit bien qu'il y a du Tailwind qui a été mis en avant. On peut aller voir les composants qui se sont faits. On voit bien que le footer a été fait. Il a importé React pour pouvoir travailler. Voilà toutes les diffs qui vont s'afficher dans mon footer. J'ai un peu, en fait, l'architecture de mon programme, plus ou moins. J'ai tout ce qui se positionne ici comme dossier et autres. Et en réalité, ce que vous voyez là, pour certains vont me dire, bah, ça c'est de la triche, parce que c'est ce que j'entends de plus en plus dans la communauté, c'est que je préfère moi-même me positionner et faire ça. Oui, c'est de la triche peut-être pour certains, mais il faut savoir que demain, la meilleure langue pour apprendre à programmer, à mon avis, sera l'anglais. On ne va pas vous apprendre à dire, j'essaie écrire du... Non, il suffirait de savoir bien parler anglais, bien faire ses prompts, avoir la logique algorithmique et faire de très belles choses. Et ça fait que, peu importe le langage de programmation, il y aura une IA qui va nous aider à pouvoir écrire pour nous et nous aurons un aspect critique là-dessus pour corriger à la fois les failles de sécurité, des composants qui sont mal positionnés pour faire du refactoring de code, etc. Et là, ça va permettre de pouvoir créer des choses hyper concrètes. Vous voyez, il prend son temps, hein, mais je peux vous dire que tout ce qui est en train de se faire, vous aurez un résultat qui sera quand même acceptable. Alors, donc ça, c'est dans la logique du code. Et des outils comme ça, je peux vous en citer encore beaucoup. Mais lorsqu'on veut parler d'un MVP, on commence parfois par la compréhension du besoin. Alors, donc je vais parler de nos codes, je vais parler du low code, je vais parler du code, en attendant qu'il génère notre truc. Et je parle maintenant d'IA. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui n'est pas juste un bad buzz. Je pense que beaucoup de gens n'ont même pas conscience de ce que l'IA peut faire aujourd'hui. Ce qu'on voit même sur Internet, je dirais même que c'est la face visible de l'iceberg. Déjà, pour mettre ça sur une parenthèse, l'IA, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ce sont encore des modèles d'IA qu'on appelle des IA étroites. Ce sont des IA faibles. Et une IA faible, en fait, n'a qu'une tâche, une seule tâche. Un exemple, je lui ai demandé de me générer du code. Il ne peut pas appeler ma maman. Son rôle, c'est de générer du texte. Et ce texte a une logique de programmation. Donc, en gros, ce qu'il fait là, c'est étroit. Il ne peut pas faire autre tâche que ça. ChatGPT, c'est pareil. ChatGPT, malgré son modèle multimodal, peut comprendre l'environnement, peut extraire des informations d'une image, mais ne voit pas l'image, en fait. ChatGPT va voir peut-être une superposition de 3 couches de 0 à 255 pixels. Or, l'humain va voir une image. Donc, en fait,
vous dites, sont des IA étroites qui ne font qu'une tâche. Alors, nous ne sommes même pas encore aux IA générales. Les IA générales seront des IA qui auront la capacité de voir la donnée de manière macro. En effet, quand on parle d'IA générale, pour ceux qui sont fans de Marvel, regardez Iron Man. Moi, je suis fan d'Iron Man. Et ce qui me plaît dans Iron Man, c'est pas le monsieur, le personnage, le monsieur là. Non, c'est même pas lui. C'est ce qu'il y a dans Iron Man, dans le casque. C'est Jarvis. Alors, ça veut dire que si vous arrivez sur Jarvis, c'est ça. Ça, c'est une IA générale. Elle a la capacité, cette IA, d'analyser la donnée de manière macro, de comprendre ce qui se passe dans l'environnement de son patron, qui est Tony Stark, et de permettre à Tony Stark de prendre les meilleures décisions. Mais parfois, elle a l'autonomie de pouvoir dire à Tony Stark, tu es fatigué, tu rentres chez toi, même si tu veux combattre Thanos, tu es fatigué, tu rentres chez toi, et à ce moment-là, il n'aura pas le choix que de rentrer dans l'armure, et l'armure va l'emporter chez lui. Donc ça, c'est des IA générales. C'est une parenthèse pour vous dire qu'aujourd'hui, on se bat encore sur le marché des IA étroites. Il est important qu'on sache ce qui se passe. Sinon, je vais poser la question, pourquoi, vous ne saurez pas me répondre, pourquoi Donald Trump, le président, a investi jusqu'à 500 milliards de dollars dans le domaine de l'IA et bien d'autres programmes? C'est parce qu'il faut une IAG couplée à l'informatique quantique à un moment pour pouvoir avoir la donnée de manière macro et prendre des décisions hyper importantes pour une nation. Donc, même quand je regarde nos pays africains, on doit avoir des plans stratégiques qui tiennent la route et autres. Ça, c'est un autre débat. Là, je rentre déjà dans mon côté écrivain, ce qui va avec. Donc, on revient sur Bolt et on va attendre pour voir ce qui s'est généré. Voilà le site qu'il a généré pour nous en quelques secondes. Vous voyez que là, on voit qu'il a créé Abdapt. Il m'a fait un petit logo. Je n'ai même pas demandé de logo. Il a bien fait mon logo. Je peux cliquer ici si je veux visualiser le site en vrai. Donc, on va essayer. Là, il me dit qu'il faut que je connecte un projet pour aller. Mais je peux cliquer là. J'ai envie de visualiser. Voilà, c'est comme ça. C'est vrai qu'ici, on voit bien qu'il a un problème avec la couleur en matière de UI. Ce n'est pas un bon truc parce qu'on aura... Mais, oui, que là, c'est déjà top. Voilà un petit site qui a été généré en quelques secondes, du moins en 3 minutes. Et je peux cliquer. C'est une one page. Même pas, c'est même pas une one page. Ce sont des pages parce que quand je clique, j'ai ici une page qui se charge au niveau de mon URL. Quand je clique sur programme, blog, on voit bien qu'effectivement, j'ai la possibilité d'avoir même des articles à trier. Si je vous dis créer un MVP grâce à l'IA, est-ce que déjà pour quelqu'un qui veut une page, je vais dire une page statique, ceci, ça aurait été son MVP si son contact marchait, son produit minimum viable, parce que de toute façon, il aurait besoin d'un site et on a créé une V0, même pas une V0, on a créé un truc sur lequel il peut tester. Et là, vous voyez que là, on a créé une page avec même des textes. Et ces textes, on peut commencer à les utiliser et à les remplir. Mais il faut connecter une base de données derrière pour faire fonctionner. Donc, ça, c'est... Joël, ça, c'est déjà un peu mieux même que notre site que nous avons dessiné. Donc, c'est... Voilà. Et en plus, il a même un logo, il a tout fait, quoi. Ce que vous voyez là, Le design est mieux. voilà. Et ça, on peut même le sauvegarder parce que il suffit pas juste de le faire comme ça. Si je clique, je viens là. Ici, j'ai le code source. Donc, ça veut dire que ce code source-là, il est disponible. Si je viens ici sur Export, soit je télécharge. Là, j'aurai tout, le code source, le projet. Ça veut dire que si je désire, on a bien que j'ai même un fichier Gitignore. Ça, c'est hyper important à comprendre parce que même dans le Gitignore, ça veut dire que tout ce qui est dépendance et tout ce qui est par rapport au framework, tout ce qui sont en bibliothèque et autres qu'on va utiliser, il va commencer à mieux switcher. Ça veut dire que si j'avais un fichier .env où je stockais des API et tout, il aurait mis là. On voit bien dans le public, il m'a créé une favicon. On va même chercher, je vais peut-être cliquer là pour voir. Alors, il m'avait généré un favicon pour mon site qui est là. Donc, j'ai gagné un logo en passant. Et ici, on voit même qu'au niveau de l'index, ça ne va pas s'ouvrir comme ça parce qu'il faut installer tous les packages qu'il faut
pour fonctionner avec, parce que ça l'utilise avec on a du React, on a du NPM aussi derrière, et là, je vois Vue.js aussi qui est intégré. Donc, ça, c'est un exemple concret de comment est-ce qu'on peut utiliser ces technologies pour avancer. Donc, je vais vous montrer ici, je vous parlais de nos codes et je parle d'IA. Et maintenant, quand je parle d'IA, les outils, on en connaît énormément. 3 outils que je peux recommander. La base, ChatGPT, c'est leur modèle d'affaires. Bah, de toute façon, si vous cherchez à avoir ChatGPT, ChatGPT est un outil hyper formidable qu'on a la version payante parce que sur les versions gratuites, on est limité avec les tokens. Je pense que pour ceux qui ne connaissent pas, les tokens, ce sont juste des fragments de mots. Et c'est l'ensemble de ces fragments de mots qui sont reconstitués pour créer ce qu'on appelle un champ vectoriel, qui vont être reconstitués dans le vecteur pour créer un contexte avec ce qu'on appelle les transformers. Et c'est grâce aux transformers qu'on peut reconstituer les contextes d'une phrase. Et il y a ce qu'on appelle les encodeurs et les décodeurs dans les transformers. Maintenant, il y a des modèles d'IA qui prennent des encodeurs et des IA qui sont plutôt dans les transformers, dans les décodeurs. Il y a certains qui mélangent les deux. Pour ceux qui veulent comprendre ce principe-là, il y a un document important qui s'appelle Attention is all you need, qui est le résultat d'une recherche de Google qui est parue autour de 2016-2017, bah, du moins entre 2015 et 2017, c'est mieux, et qui explique ça. Et voilà. Donc, ce qui veut dire que là, pour ma part, dans cette architecture-là, beaucoup de modèles d'IA tournent autour et c'est hyper important de savoir. Donc, moi, je recommande déjà ChatGPT pour ceux qui sont hyper intéressés, mais pas l'utilisation de ChatGPT gratuit, mais avec la version payante, vous pouvez avoir des modèles ici. Par exemple, là, quand on veut coder, il y a des modèles qui sont propres pour le codage, comme le 04 Mini Hike là. Et ce modèle-là a une meilleure compréhension des bugs qu'on peut sortir. Par exemple, pour ceux qui vont commencer à utiliser des outils comme Bolt comme ça, il peut arriver que lorsqu'il finit de générer, il me donne un rapport, il me dit, là, j'ai créé un site Internet de l'association qui est spécialisé dans l'éducation en Afrique, blablabla. Je peux lui dire, bah, maintenant, j'aimerais que tu me crées peut-être un back-end où tu vas connecter un compte utilisateur ici. Et là, il va commencer à bugger parce qu'il va peut-être dire, bah, j'ai besoin d'une autorisation pour pouvoir écrire dans la base de données. Il faut connecter une base de données. Et là, on aura Supabase, par exemple. Pour ceux qui connaissent peut-être Supabase. Supabase, c'est ça. Il travaille avec ces outils-là qui sont des bases de données qui sont parfois déployés dans le cloud et qui facilitent, qui sont facilement connectables avec des outils comme Bolt. Donc, ça veut dire qu'à ce stade-là, si je viens ici sur intégration, je peux intégrer Supabase et Stripe. Je pense que pour ceux qui font du paiement en ligne, vous allez comprendre que Stripe, c'est la seule plateforme aujourd'hui. Bah, je dirais, il y en a beaucoup. Mais pour ma part, la meilleure, la plus fiable que j'ai toujours utilisée, c'est Stripe. Et Stripe va permettre de pouvoir recevoir de l'argent. Et vous voyez qu'ici, avec Supabase, on peut connecter une base de données correctement à ce projet. Vous voyez là, j'ai des comptes Supabase qui avaient déjà été faits. Je peux créer un nouveau projet. Je définis le nom du projet. Je fais un nom à ce projet-là. Je définis, ça c'est un truc peut-être Paris. On va peut-être rentrer un mot de passe quand même acceptable. Voilà. Et ici, une fois qu'on peut créer le projet, là, ça veut dire qu'il va connecter mon projet Bolt ici avec cette base de données en ligne. Et une fois que cette base de données en ligne est faite, je peux maintenant, ici, il a connecté Supabase, il a créé un projet, il a setup les authentifications, il a créé une base de données maintenant dans Supabase et le setup est fait. Tout ça, maintenant, il me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je te donne les accès pour que tu puisses continuer à travailler dans la base de données? Est-ce que tu m'autorisais à faire des choses? Je peux lui dire oui. Voilà, oui, crée dans la base de données la possibilité d'écrire ou bien la possibilité de mettre en place des tables compte pour les utilisateurs. Et là, ce qu'il va faire, il va essayer de pouvoir lui-même essayer d'écrire dans Supabase ou au pire, nous-mêmes, on sera obligé d'aller dans Supabase. Et puis voilà, vous voyez qu'ici, il est en train de travailler. Là, il est en train de update même les fichiers JSON, tout ce qui va avec. Et parfois, il peut avoir des bugs et ce n'est que dans ChatGPT ici qu'on pourrait corriger des bugs. C'est-à-dire,
Si vous travaillez sur un outil de vibe code comme ça et que vous êtes bloqué au niveau des bugs, parfois ça vous dit qu'il y a une bug qu'il faut fixer, la solution c'est là. Comprendre déjà le bug et ramener la solution ici dans modèle GPT-4 Omni AI et avoir des solutions. Vous voyez que là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, il est en train de m'écrire dans la base de données. Quand je vois des choses comme ça, waouh! Pourquoi? Parce qu'il a créé une table, il a commencé à écrire, il a même défini des rôles. Et puis tout ça, il est en train même de vouloir réfléchir comment créer une table étudiant pour ceux qui vont vouloir s'inscrire comme étudiants sur le site. Et vous voyez qu'ici, à la fin, il me dit, j'ai créé tout ça, il me fait toujours un rapport. Et même à la fin, il me dit qu'il a créé un système d'authentification. Pour le moment, ce que vous voyez là, on est encore à zéro. Donc, je n'ai même pas encore commencé à vous expliquer ce qu'on peut faire avec ces outils. Et là, c'était Bolt. Autre outil d'IA que je recommande, c'est Claude. Alors, il faut savoir qu'en effet, Claude, c'est un modèle d'IA, c'est un outil qui est développé par la société Anthropic. Et Anthropic est une entreprise qui est cofinancée, je crois, par des anciens de DeepMind aussi, des anciens du labo de recherche de Google. Et Claude 4, que vous voyez à l'écran, c'est bien que vous voyez ça à l'écran, c'est la dernière version du modèle qui est hyper poussée dans la programmation. Parce qu'effectivement, de plus en plus de boîtes vont utiliser ces outils d'IA pour programmer. Mais si j'avais payé la version, par exemple, là, je ne peux pas la voir, il faut la version pro pour la voir. Claude 4 est plus sophistiqué que la version 4 Sonnet. Alors, je vais vous donner, je ne veux pas vous expliquer comment on va faire ce MVP-là comme ça, je vais vous donner juste un cas d'usage. Vous imaginez un fichier, un bête fichier Excel où on a passé notre vie à faire des ventes. Ça, c'est ce que beaucoup de boîtes font au Cameroun, je sais. Il y a des gens qui ont un Excel pour faire la comptabilité de leur entreprise. Alors, quel est le problème de ce modèle-là? C'est que si le fichier Excel se perd, se casse, les macros et tout, on est dans la merde. Alors, on peut créer une application vite fait qui va permettre de visualiser les données. Je vais prendre le cas de cette entreprise. Regardez très bien, ça c'est aussi un MVP pour pouvoir créer une application de visualisation de données de mes ventes. Ça, ce fichier que vous voyez là, imaginons cette entreprise qui fait des ventes et qui a 3 sites Internet. Un site qui s'appelle vente.com, vente.be, un site qui s'appelle Déco et qui a des totaux chaque mois. On voit qu'ils ont un fichier qui quitte de 2021 à 2025. Alors, ils savaient qu'en effet, depuis très longtemps, ce fichier est actualisé, il y a des erreurs, il y a tout. Mais ils ont besoin d'une application vite fait pour visualiser d'abord la donnée. Je parle plus de la visualisation. Alors, il savait que on appelle un développeur, est-ce que tu peux nous faire une application, visualiser les données qu'on a dans un fichier Excel? Déjà, le développeur va dire, mais qui va disséquer ce fichier Excel pour que je puisse avoir une base de données peut-être relationnelle ou pas, qui va me permettre de pouvoir classer, je pense, plus relationnel. Donc, la solution, c'est ça. Je viens, je clique et on va l'exporter en fichier CSV. Donc ici, le fichier CSV va stocker l'information. Et ce que je vais faire, je vais me rendre sur Claude comme ça. Je vais glisser mon fichier CSV. Alors, ça c'est un. Je vais lui demander, utilise artefact. Alors, c'est quoi artefact? Artefact permet de pouvoir créer plus ou moins une application interactive qui va, du moins, c'est la partie de Claude qui va créer les applications. Disons comme ça. Utilise artefact et crée un tableau de bord complet. Alors, il faut savoir que pour bien prompter, il faut donner un rôle. Mais ici, je ne vais pas donner le rôle. Je peux lui dire en tant que, bon, je peux dire en tant que développeur data, par exemple. J'ai dit n'importe quoi. Crée une application, un tableau complet qui va visualiser les ventes de chaque mois avec des interactions et des animations, filtres et autres outils que tu juges nécessaires. Là, je donne même à l'IA la possibilité de le faire. Ici, vous allez me dire, mais pourquoi tu saisis, tu fais des fautes? Je vous ai parlé tout à l'heure de tokenisation. Lorsqu'on fait de la tokenisation, il y a de fortes chances que les fautes ne soient pas prises en compte. Ça sera peut-être un autre sujet, mais voilà. Je veux même lui donner une allure pour mon application. Je peux venir ici sur Dashboard
dashboard data, UI, juste pour voir les visualisations de données existantes. Je clique sur celui-là, ce dashboard me plaît, je copie, je le colle là aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il va me s'inspirer de ce dashboard pour pouvoir me faire la visualisation et j'envoie. Alors, vous allez voir que pour un début, on utilise, il va créer un tableau de bord avec Artefact. Et là, il importe quoi encore? React. Bah, du coup, on est encore sur le même cas. On voit bien qu'il va utiliser du React, des charts, des lignes et tous les, je pense, sont des visualisations graphiques. Ici, il est en train d'extraire mon tableau. On voit bien qu'il essaie de créer une constante dans laquelle il va stocker tous les éléments de mon tableau dans des objets. Et puis voilà. On voit bien qu'il essaie d'évoluer avec tous mes éléments. Il va travailler, on le laisse bosser. Et tout à l'heure, on va essayer de venir voir la visualisation qu'il a créée d'un fichier Excel. Et là, un propriétaire d'une boutique peut avoir un lien sur lequel il va visualiser ses achats à chaque fois que je vais lui actualiser cette source de données, en fait. Donc, ça, c'est en train d'évoluer et j'observe. Donc, quand je parle d'IA, je parle déjà de quelques outils. Je vous ai suggéré 2 outils. Il y en a énormément. Pour ceux qui ont connu le vent qu'il y a eu à DeepSeek, DeepSeek, je l'adore parce que DeepSeek permet de travailler en Python. Et DeepSeek est très top lorsque je travaille, par exemple, sur des modèles d'IA génératifs. Il a la capacité de pouvoir m'aider à bien structurer mon code et bien faire des choses. Ça, c'est pas mal. Pour ceux qui ne savent pas, DeepSeek, c'est ça. Je pense que vous avez tous au minimum entendu parler. C'est ça, c'est ce modèle d'IA chinois voilà, qui a une version anglaise et qui, voilà, si je me connecte, il n'est pas si ouf en matière de fonctionnalité parce que c'est plus de la génération, mais le modèle qui tourne derrière est hyper intéressant. Donc, on va attendre là. On voit que lui, il bosse toujours. Hein. Il est en train de me développer quelque chose et ça va marcher quand je vais me connecter. Il y a DeepSeek, pour ceux qui veulent aller plus loin, Hugging Face, c'est la plateforme officielle de l'open source en IA. Franchement, si quelqu'un veut aujourd'hui se dit que je cherche quelque chose dans l'intelligence artificielle, je veux apprendre, s'il ne connaît pas Hugging Face, s'il ne connaît rien du tout, parce que sur Hugging Face, on a énormément de modèles disponibles et surtout des modèles open source. Par exemple, quand je viens ici sur modèle, si je viens dans modèle là, et dans modèle, je viens, voilà des modèles que je peux tester. Par exemple, de l'audio to texte. Je vais peut-être prendre text to classification, ça c'est pour la classification de texte. Ça c'est peut-être les token classification. Text to speech, il y a énormément de choses. Et on va tester un modèle de Hugging Face tout à l'heure. Vous allez voir, je vais créer un site Internet en HTML, uniquement CSS, en moins de 5 minutes. Et là, on va voir tout à l'heure. Alors, je rentre sur mon Claude et voilà le tableau de bord qui a été créé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance. Je peux sélectionner mon type de graphique. Je sélectionne un graphique en barre, voilà. Et regardez bien, ce que vous voyez là correspond exactement au fichier qui était là. Les mois, vente.com, point total, quand je viens, je vois bien qu'il m'a mis, nous sommes en 2021 jusqu'en avril 2025. Il y a les différents types. Ici, j'ai mon reporting. On voit que la vente en point BE, je peux voir un graphique total de chaque année. Je veux uniquement en 2024. Là, il me sort les chiffres. Et là, j'ai directement la représentation visuelle de mes ventes en février dans les 4 cas. Et ici, on peut aller même plus loin. Si je prends un graphique linéaire comme ça, voilà, j'ai une représentation visuelle. Et ce tableau de bord que vous voyez là, j'ai même la répartition des ventes. Par exemple, on voit que le point.com a plus vendu. Et là, j'ai des totaux. Ça veut dire que si j'actualise ce fichier qui est là tout le temps, bah, le propriétaire de la boutique aura juste ça. Et il peut exporter. Quand il clique sur Export, voilà, on va voir que ça ne marche pas peut-être parce que le bouton Export n'est pas encore fonctionnel. Je peux continuer à prompter parce que vous voyez là, qu'est-ce qu'il m'a dit? On a créé un tableau de bord, on a des indicateurs des KPI qui sont disponibles, on a un design moderne, on a des insights automatiques. Alors, tendance de croissance par canaux et évolution et répartition de ventes, et c'est top. Donc, ça, je termine et je clique sur publier, c'est-à-dire quand c'est comme ça, je publie le lien. Et ce lien-là, copier, je peux le partager à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si je me rends sur un autre navigateur, je visualise ça. Voilà mon tableau de bord de vente qui est disponible en ligne. Et ça, disponible comme ça, c'est déjà une porte d'entrée vers quelque chose.
Au lieu de développer toute une app, on aurait pu développer ça et actualiser avec le temps. Alors, il y en a qui vont me dire, ouh, ça fait peur parce que si on aurait pu me payer 500 000 pour que je crée une application qui fait exactement la même chose à partir d'un fichier Excel et que le propriétaire, avec un peu de manip, peut arriver à le faire de soi-même, qu'est-ce qu'on devient les développeurs? La question, je vais plutôt la poser aux développeurs en leur disant, et si plutôt les propriétaires devenaient hyper intelligents, qui commençaient à se passer des développeurs parce que le fichier Excel les convenait tout seul, que seraient les développeurs? Juste pour moi, pour dire qu'en effet, c'est le game. Ça évolue, on s'actualise et une fois qu'on s'actualise, on trouve des meilleures méthodes pour aller plus loin. Par exemple, je vais vous montrer que cet outil, par exemple, qui est Claude là, est intégré maintenant dans des IDE. Alors, on évolue, on va voir sur le côté, donc ici, je suis Hugging Face, c'est ça. Donc, les outils là vont être intégrés dans les IDE. OK, on évolue. Donc, le résultat, c'est quoi? Des MVP plus intelligents, plus accessibles. Vous voyez que juste avec ça, c'est déjà un site que j'ai créé pour l'association. On n'a même pas fait 1 heure. J'ai aussi fait un tableau de bord. J'aurais pu utiliser la donnée du tableau de bord pour commencer à l'intégrer dans mon site. J'ai connecté une base de données. Vous voyez qu'ici, ma base de données a été créée dans Bolt. Vous voyez qu'ici, une fois que la base de données a été créée dans Bolt, voilà, je peux maintenant lui demander de faire des requêtes. Je peux dire créer un espace compte où l'utilisateur va afficher, je ne sais pas, les informations je ne sais pas, va afficher les formations disponibles. Juste ça. Et là, dans ce cas précis, il va commencer à travailler et voilà, il a créé une page de cours qui sera cachée dans un tableau de bord, etc. Ça, c'est un outil qui est accessible. Donc, pour avancer, quelques exemples de produits qui ont fait des MVP. Dropbox, je pense que vous connaissez tous Dropbox. C'est un outil qui a été hyper popularisé autour des années 2012. Dropbox, ils ne sont pas cassés la tête pour chercher les fonds. Une vidéo. Et voilà, aujourd'hui, on sait ce que c'est. On ne peut pas se passer du cloud de Dropbox parce que de toute façon, à un moment, il était intégré dans Yahoo. Et voilà, on a des outils comme ça qui ont pitché avec des vidéos, qui ont gagné de l'argent. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut aussi avoir une très bonne idée et on utilise des outils de no-code, comme on a vu tout à l'heure, pour passer à la création de quelque chose. Airbnb, vous savez très bien, Airbnb a commencé avec un site hyper basique. Ce n'était pas l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Airbnb n'a pas commencé avec déjà tout ce booking. Non, Spotify, c'était pareil. Et pareil avec YouTube. Je pense que si vous voyez les premières versions de YouTube, ce n'était pas aussi chouette qu'on connaît aujourd'hui. Duolingo, c'est pareil. Donc, de la leçon de la gamification minimale, et aujourd'hui, on sait ce que c'est en matière de gamification, c'est vraiment la référence dans l'éducation. Donc, c'est quoi dans les étapes pour créer un MVP? Pour ma part, toujours définir un objectif clair. Et ça passe par la formation des outils d'IA générative, c'est-à-dire il faut savoir prompter. Le prompt, c'est la base. J'ai dit dans l'avenir, vous aurez 2 langues, l'anglais et le prompt. Bon, avec la logique algorithmique. Voilà. Plus votre capacité à comprendre le code et savoir corriger les failles de sécurité. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, première chose, définir sa vision et ses objectifs, clarifier ce qu'on veut accomplir avec le produit. Première chose. Identifier dans les fonctionnalités clés essentielles qui vont plutôt apporter de la valeur au produit. Ça veut dire que si je veux créer un Airbnb, je ne m'attends pas à ce que dès le premier jour, la personne ait le filtre pour pouvoir trouver la meilleure maison par rapport à la ville de Douala alors qu'il est à Yaoundé. Non. Tout ce qu'il veut, c'est quoi? Trouver un endroit où nicher. Donc, je fais une application où je fais une liste de maisons où je peux sélectionner mon hôtel ou bien ma coloc et je m'en vais me coucher, je dors. Je paye et je sais que je suis attendu. Donc, tant au côté utilisateur qui est le client qu'au côté administrateur qui est la personne qui détient la maison. Comprendre les besoins des utilisateurs. Moi, je dis toujours,
J'ai vu ça partout au Cameroun. On crée des applications avant de venir former les gens à les utiliser. Ça, c'est trop. Je ne sais pas comment, dans quel monde on vit, mais normalement, on doit plutôt comprendre les utilisateurs pour créer des applications et non l'inverse. Parce qu'il y a des gens qui vont venir dire bah, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Mais c'est parce que de base, l'application n'est pas user-friendly. Trois, il faut choisir les bons outils. Aujourd'hui, on a le no-code, on a l'IA, et à la fin, on a ce qu'on appelle le prototype, c'est-à-dire via des outils que j'ai faits. Il y a certains qui vont me dire qu'avant la conception ici, on peut aussi faire du prototypage. Oui, c'est vrai. Il y a des outils qui sont très forts pour ça, comme Figma. Je pense que Figma, aujourd'hui, reste l'un des meilleurs. Mais avant de partir sur Figma, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec juste un modèle qui se trouve sur Hugging Face. Si on cherche DeepSeek Hugging Face, pas DeepSeek, DeepSeek Hugging Face. Vous voyez ici, il y a DeepSeek et Hugging Face. Voilà. On arrive sur une page comme ça. On va refaire la même chose. Je prends un petit exemple. On a reparlé de Adapt. Je me dis ici, crée un site où l'association Adapt spécialisée dans la formation en Afrique via des webinaires, séminaires, formations continues et un centre en présentiel à Yaoundé. Je donne un minimum d'informations et je lance. Observez ce qui se passe. Alors, vous allez voir que là, ça c'est le travail d'un étudiant. J'ai mon HTML qui est en train de s'écrire. Il m'a déjà créé ici tout en haut la classe dans laquelle il va stocker un gradient linéaire. Il m'a donné les valeurs. Il crée des cartes. Et sur le côté, j'ai en même temps le site qui se génère. Donc, en fait, j'observe en fait le truc en train de se faire en même temps. Et là, j'ai le code qui s'écrit sur le côté et je vois le code qui est en train de s'écrire. Et ce qui est bien, c'est que je peux déjà avoir et comprendre comment est-ce que les classes sont positionnées. Par exemple, quand je vois ça, je sais que ça sera une one page parce que je vois des encres qui sont déjà écrits. Et les encres vont mener sur des sections comme ça. Vous voyez là, héros, formation professionnelle en Afrique. Et qu'ici, là, on voit qu'il est en train de bosser. Et qu'ici, il est en train d'aller tout vite. Hein. Je ne peux pas scroller parce qu'il est en train de développer en même temps. Donc, c'est quand il aura terminé que je pourrais déployer, si je veux, sur un espace. C'est la même chose avec Bolt. Hein. Vous voyez voir qu'ici, je lui ai demandé de créer un espace compte. Vous voyez là, il m'a fait sign in. Et qu'ici, il y a la page de sign in qui est déjà créée. Mais il n'y a pas de formation. Vous voyez qu'ici, il est déjà là. Donc, cette page, elle est existante. Il voit ici, il me dit que il a créé la page, il a mis dans la base de données. On peut voir les cours, je peux lui dire, ajoute 10 cours pour la démo dans l'espace utilisateur. Et là, on voit qu'ici, il peut avoir une erreur. Pourquoi? Parce qu'il va me dire que j'ai utilisé tous mes tokens. Ça, c'est bien de le savoir. Ces outils, parfois, ne sont pas des outils qui sont gratuits. Mais déjà, avec le peu qu'on a, on a eu une front-end, une page qu'on a téléchargée sur notre PC. Et qu'ici, il est bloqué parce qu'il y a des tokens qu'il peut utiliser, donc il ne peut pas aller plus loin que ça. Par contre, notre cher ami sur le côté, il est en train d'évoluer. On voit qu'il booste. Donc, je ne peux pas l'arrêter tant qu'il travaille parce qu'en même temps, le code s'écrit et ça s'actualise au fur et à mesure. OK, donc il est 17h06. Je vais vous parler également de un petit outil. Les applications, les outils incontournables, je vous ai déjà cité quelques-uns. Je vous ai parlé de Webflow quand vous voulez faire du no-code. Je vous ai parlé euh, de Framer, de Flutterflow, quand on veut faire du drag and drop et tout. Flutterflow, c'était du low-code, par exemple. Des IA, je vous ai parlé d'OpenAI, c'est-à-dire de ChatGPT. Je ne vous ai pas parlé de Cursor. Cursor, c'est un IDE, un environnement de développement intégré. Moi, j'utilise Try. Try, c'est... Je vous parlais de Cursor, par exemple. Cursor, c'est ça. C'est cette IDE-là qui vous permet de coder, mais en utilisant l'IA. Par exemple, ici, je peux cloner un dépôt directement GitHub là. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui veut faire un git clone, blablabla, il n'a plus besoin.
Si je viens sur GitHub comme ça et je cherche par exemple sur GitHub, je viens là, je vais peut-être chercher quoi? Prenons ce truc-là, association. C'est un projet GitHub comme ça. Je copie l'URL vers le dépôt, cloner là comme ça, on colle, on valide. On voit bien que si, voilà, il me cherche, il me dit, tu veux cloner dans quel dossier en fait? Je ne sais pas. Ben, je vais mettre sur le bureau. Je vais peut-être choisir un dossier cursor. J'ai vu un dossier cursor quelque part. On va le mettre là. OK, il est là. Voilà, ça c'est la destination. Vous voyez que là, il dit, on va ouvrir Open in New Windows. Et qu'est-ce que vous voyez? Il a cloné mon dépôt. C'est un projet sur Django. Vous voyez que là, j'ai tout le dépôt qui est déjà cloné en local. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois le dépôt cloné en local, bah, ici, on a un chat. Voilà, ici, on a peut-être un chat. Je vais dire hello. Ça veut dire qu'ici, bonjour, je suis ravi de vous aider aujourd'hui. Je peux lui dire que dit le contenu de ce dépôt. Bah, voilà. Explique-moi le code du dépôt comme si j'étais un enfant de 5 ans. Je pense que cette année, pendant les vacances, les enfants vont faire du Django. Voilà, il explore le dépôt et regardez. Je vois, laissez-moi vous expliquer le projet. Imaginez que nous avons une grande boîte de jouets. C'est notre projet. Il contient plusieurs choses. Un grand livre qui est le manage.py, un dossier core qui contient les règles principaux, un dossier Asos Block qui est comme le journal où l'on peut écrire des histoires et un dossier média qui garde des médias, des petits carnets qui listent les jouets spéciaux dont nous aurons besoin, des petites boîtes magiques, SQLite pour la base de données. Et là, il me dit, c'est comme si nous avions créé un petit monde qu'on peut partager. Et là, je ne sais pas si vous voyez la puissance de l'IA, même dans le cas là, ça veut dire que si je veux créer un minimum viable produit à partir d'un produit existant, on a peut-être envie de créer une application qui permet de pouvoir, je ne sais pas, réserver des maisons, louer des maisons, je ne sais pas, bah, faire de la réservation d'hôtels. J'arrive sur GitHub, je trouve peut-être un projet dont la licence, j'insiste sur la licence, dont la licence me permet de travailler en open source. Je clone ce projet et directement, bah, Cursor peut commencer à m'expliquer le projet. Et grâce à Cursor, je vais lui dire, bah, je souhaite adapter le code pour une association qui parle d'éducation. Et dans ce cas précis, il va me dire, je vais examiner les détails. Bah, il liste tous les fichiers. Il dit d'abord, on va modifier. Et là, il est sur Django. Il est en train de réactualiser les contenus de modèle.py qui étaient là. Et on voit bien que dans modèle.py, on a une partie maintenant de notre application. Il va définir même les informations qui vont se trouver dans le SQLite, la petite base de données. Il va réimporter toutes les dépendances. Et là, il est en train d'écrire effectivement toutes les classes qu'on va réutiliser dans des fonctions de notre projet. En fait, je ne sais pas si on se rend compte, c'est trop facile aujourd'hui. On part de zéro, on clone ce qui existe, on peut tout faire, quoi. On va se rendre sur notre DeepSeek là pour voir où il en est. Alors, je vois qu'il a fini HTML, donc voilà notre site. Je vais essayer de réduire la taille, comme ça on l'affiche en bonne et due forme. Voilà le site qui a été généré. Vous voyez ici, adapte nos formations, webinaires, tout. Voilà les webinaires, séminaires. Là, on a à propos d'Adapt, nos valeurs, excellence, innovation. Il a même écrit le texte en fait. Donc, voilà, il n'y a plus d'excuses pour dire que je n'ai pas de texte, je ne peux pas faire ton site. Tout est là. Ici, on va intégrer une carte. On peut prendre un iframe sur Google, on vient, on l'intègre dans cette zone-là et on a résolu le problème. Ici, prendre rendez-vous. Il a même fait un formulaire. Ça veut dire que si on passe un peu de PHP par-dessus, on peut directement faire interagir ce formulaire avec une base de données et une requête post. Et là, il a même mis les réseaux sociaux. Quoi de mieux, quoi? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour ne plus faire de chouettes projets. Regardez, et tout est bon, on a déjà un footer tout bien foutu. Il a mis un numéro de téléphone camerounais, hein, il a même mis une adresse à Bastos. Après, vous êtes au Il nous marché. amène directement à Bastos, hein? Oui. Vous amenez à Bastos directement. Et c'est bien. Et là, on a le centre de Yaoundé, on pourrait avoir tout. Et ça, c'est bien parce qu'une fois que c'est fait, comme je disais tantôt, dans le chat ici, on a le code source. Donc, je peux copier ce code source. Et même si je sors de mon IDE, là, je m'en vais.
Je crée un nouveau fichier texte. Ici, là, je ne suis pas sur le bon IDE. Hein. Si je vais par VS Code, voilà, lui, il veut directement me faire générer du texte avec un CTRL-K. Bah, voilà, on va peut-être chercher un autre truc. Si je passe par VS Code, je colle le fichier et puis ça marche, quoi. Voilà, ça, je vous ai montré des éléments. On peut peut-être, il y a d'autres outils qui sont très, très importants à connaître. Quand vous évoluez dans le milieu du no-code, il y a un site qui s'appelle Glide. Glide, par exemple, c'est ça. C'est vraiment la conception d'applications en no-code. Eux, ils sont très avancés. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'ils ont conçu même pour des sociétés comme Airbus et tout ça. Donc, c'est vraiment pas des petites applis, quoi. Et derrière, il y a une grosse architecture aussi qui se tourne et qui fonctionne efficacement avec du vrai code. Donc, maintenant, comment est-ce que vous synthétisez les informations? On utilise les GPTs. Les GPTs, c'est ça. Pour ceux qui ont la version de ChatGPT, je vais vous parler d'un dernier outil qu'on appelle Lovable. Et Lovable, c'est un outil comme Bolt qui fait la même chose que Bolt et qui va vous aider à travailler. Ici, dans les GPTs, là, si je veux créer, par exemple, un MVP d'une application, je veux prendre peut-être qui permet de faire des bons prompts. Je viens ici sur Lovable, je cherche ici dans les GPT, j'écris Lovable. Et dans Lovable, ce qu'on va trouver, c'est ça. Lovable Base Prompt, c'est quoi? Et c'est même toi déjà Lovable. Alors, il faut savoir que Lovable, c'est un outil no-code qui fonctionne un peu comme plus ou moins Bolt. Et ça, c'est l'avenir. Parce que grâce à cet outil, on peut maintenant passer à un stade hyper supérieur. Je vais prendre peut-être le cas. Voilà ce que la communauté de Lovable conçoit actuellement. Vous allez voir qu'en fait, il y a des gens qui arrivent à faire des choses hyper poussées avec, par exemple, voilà, quelqu'un qui a créé un petit site pour la crypto. Je peux visualiser son projet. Ce site a été créé par une IA de A à Z sans pour autant avoir à coder. Ce que vous voyez là. Et ça, si ça me plaît, je peux remixer parce que j'ai la version payante, dont j'ai le droit de réutiliser les projets d'autres personnes. Et ça, si je sors de là, je peux même venir sur, voilà, lui, il avait fait un design, je ne sais pas, mais nous, on va créer un projet. Donc, je commence sur Lovable Base Prompt. Je vais lui dire, je souhaite créer, je vais mettre un site qui permet de rédiger des prompts efficaces pour ChatGPT. Non, pour les LLM. Je peux faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner l'idée, il va me dire, première question, est-ce que tu vises les développeurs, les copywriters? Je vais peut-être prendre, je vise peut-être je vais mettre les développeurs. Non, je veux un truc grand public, un truc qui va aider les gens. Les débutants qui découvrent les IA, par exemple. Parfait, tu veux donc un outil pour débutants, il va me poser les questions, génère automatiquement des prompts à partir d'un besoin, je veux écrire une newsletter, propose une bibliothèque, apprends autre chose, bah, je vais lui dire, vas-y, je veux pas discuter avec lui. Alors, je vais partir sur un mix. Voilà, il est en train de me créer le prompt avec la page d'accueil, etc. Ça, c'est juste pour montrer la position de Lovable. Et ce que je vais faire tout à l'heure, je vais vous montrer comment coupler Lovable avec un autre outil N8N pour chuter à la fin parce qu'on est déjà à 15. Et là, on voit que si je copie ça, vous voyez que là, il m'a généré un prompt. Ça veut dire qu'il va dire Lovable App Prompt. Ça va s'appeler Prompt Body. C'est le nom qu'il m'a donné pour mon application. Et là, il me donne les gens qui utilisent ChatGPT. On a besoin d'une page d'accueil, une librairie de prompt, prompt builder assistant, prompt learning hub, user icon. Ça, c'est optionnel. Je ne veux pas aller dans la création de compte d'utilisateur parce que mon but, c'est juste de créer un outil pour rendre l'IA. Voilà. J'envoie mon prompt là-bas et j'envoie chez Lovable. Vous allez voir que Lovable, il est plus puissant. C'est ce que je suis en train de faire. C'est rien. J'aurais pu commencer même sur Figma pour l'interface. Parce que Figma, c'est vraiment l'outil de prototypage par excellence que tout le monde connaît. Ça veut dire que je peux partir de Figma vers Lovable avec une maquette qui a déjà été faite d'un site. Et ça, je peux me générer un site de zéro de Figma. Bon, après, c'est une autre formation. On ne va pas entrer dans les détails. Sinon, je peux cliquer de Figma vers Lovable, donc je crée une maquette en UX avec Figma et je passe en code via Lovable.
mais on va attendre que lui il bosse. On voit qu'ici, ça travaille. Et pendant que ça travaille, vu qu'on parlait de maquette, il y a un outil de Google qui est sorti il y a 3 jours qui s'appelle Stitch. Stitch IA. Et je pense que ça devrait aider les jeunes qui font de l'UI à travailler. Vous voyez, ça, c'est un petit outil qui va aider à faire une première V0 d'une idée. Alors, je vais reprendre le même prompt que j'ai mis ici. J'envoie. J'ai envie que ce soit un site Internet et je vais cliquer sur Générer design. Ce que vous allez voir, c'est que la génération de design, c'est du design pour Figma. Et alors, je vais peut-être faire un truc. De Figma, on pourrait maintenant passer vers du code. Du code, on pourrait maintenant extraire et en faire ce qu'on veut. Parce qu'ici, on voit bien qu'ici, ouais, je vais lui dire OK, je ne dis rien, je valide, je ne veux même pas comprendre ce qu'il va faire. Et là, il va commencer à me générer ici des maquettes de mon application. Alors, on est en standard mode, ça évolue. Et ici, j'attends ce que Lovable fait. Il est en train d'écrire la prompt library. Si je clique dessus, on voit bien qu'il est en train de coder pour moi. Je suis en train d'avancer, là, 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 là. Et de l'autre côté ici, vous voyez, il est en train de me générer les maquettes d'un site Internet. Là, je lui ai demandé 4 pages. Hein. Et ces maquettes-là, on peut les utiliser sur Figma. Ça veut dire que je vais créer un nouveau design en attendant que ce soit fait. Et voilà, c'est en train de charger. Et entre-temps, chez Lovable ici, on attend pour voir. C'est en train de bosser. Et ça avance. Pendant que ça avance, vous voyez que là, on n'a même pas fait 1h30 que si mes idées commencent à aller, on va créer beaucoup de sites en moins de... Voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais on va déjà aller très, très loin. Maintenant, regardez ce qu'il m'a fait. Il m'a fait des petites maquettes. Alors, lui, voilà ce qu'il pense du site. Il dit qu'on veut créer un site qui s'appelle PromMaster. Et regardez ce qui est bien top. Cette page, c'est une page de maquette, mais paf, j'ai le code source. Ça veut dire qu'en fait, je peux reproduire ça en HTML directement en copiant, en collant le code sur mon IDE en local. Et ça veut dire qu'il veut que je crée une page qui est comme ça. Ici, on aura Prom Library, donc la librairie de Prom pour la productivité et tout. Chaque fois, on va cliquer, on a un assistant de Prom qui va nous aider à créer un Prom. Et on aura le Prom Learning Hub qui sera un endroit pour travailler. Imaginons que je veuille créer effectivement ces pages-là. Donc, ça veut dire que si je clique peut-être sur cette page et je vois ça, je peux copier sur Figma. Prenons cette page-là. Je peux copier cette page sur Figma. Paste. Ce qui est top, moi, je donne cours en UX, il me donne des auto-layouts. Et que là, j'ai des auto-layouts. Ça veut dire que là, j'ai déjà prototypé, je peux changer des éléments à l'intérieur. Par exemple, cette photo, si elle ne me plaît pas, voilà, il y a image. Donc, je peux changer cette image de mon ordinateur. Je peux ajouter une photo qui va avec. Prenons peut-être, voilà, voilà ma gueule que je vais mettre là-bas et que j'ai mis ma gueule dans ce truc-là. Et ici, on a effectivement la possibilité de tout changer. Donc, ça veut dire que je peux aussi copier-coller toutes les maquettes qui ont été générées ici directement. Donc, je vais prendre peut-être celle-là, on clique, copier sur Figma, et je colle ça à l'extérieur de Figma. Donc, on voit bien qu'il va me créer un stitch design. Pendant ce temps, je regarde. Alors, ça, c'est ce qui arrive souvent. Vous voyez qu'ici, il va me dire, j'ai un problème. C'est parce qu'effectivement, il y a une erreur. Et c'est ce que je vous disais tantôt. Il me dit, on a trouvé une erreur et je ne sais pas comment faire. Et là, ici, dans l'erreur, il y a ça. On voit bien qu'il dit erreur identifiée expert. On voit peut-être qu'aussi il y a une erreur. On voit bien qu'il y a un truc. OK, je vais lui demander d'essayer de fixer l'erreur parce qu'habituellement, il peut parfois résoudre l'erreur. On va essayer de le fixer. Et entre-temps, on va passer sur cet outil-là. Joël, je Oui. voudrais aussi te rappeler, on a quelques minutes qui restent. Ah ouais, je suis trop dans le flow. Oui, je sais qu'il y a tellement ici, on peut aller toute la journée. C'est vraiment incroyable.
Oui, on peut aller toute la journée. Donc, ce que j'essaie de montrer là, c'est que sur Figma, comme ça, bah, on peut maintenant quitter de là via des outils. Je pense que si vous comprenez bien ce qui se passe, si j'écris ici Lovable, comme ça, dans les plugins, ici, il y a des plugins. Si j'écris ici, par exemple, Lovable, je vais trouver le même outil. Bon, c'est juste pour vous dire que vous pouvez quitter maintenant des maquettes existantes que vous connaissez là et les passer directement sur Builder, qui est l'outil où on peut exporter le design en code comme ça. Il va scanner tous les designs qui ont été copiés et on pourrait les retrouver sur Lovable, en fait. C'est un outil qui peut faire la Ah, connexion entre les deux, donc de Figma vers Lovable. Et en plus, il peut générer des design systems et même aller plus loin. Je peux même encore, à partir d'un site existant déjà, copier sur Figma et de Figma modifier et renvoyer sur Lovable. Donc, on ne sait plus trop, il n'y a plus de limite. Donc, pendant qu'il fait des analyses, alors, je vais te chuter avec le dernier outil. Je me dois de vous montrer ça parce que c'est hyper important que vous compreniez oh, la ça, partie c'est bon. C'est bon. back-end. Si je viens ici sur mon invite, je vais ouvrir un outil qu'on appelle N8N Start. C'est un outil d'automatisation que je vous ai dit tout à l'heure qui permettait de faire des webhooks. Bah, avec un webhook, on peut interagir avec un front-end. Ça veut dire que vous imaginez bien que si je créais un site avec Lovable comme ça et que je demandais à Lovable de me faire une page avec le webhook qu'il faut, je peux actualiser, utiliser ce back-end qui est cet outil qu'on appelle un 8N qui tourne en local, qui me génère des workflows. Par exemple, voici un outil, un workflow qu'on a créé. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un agent IA ici. En fait, les gens parlent d'agent, mais je pense que c'est un assistant IA qui utilise ChatGPT ici avec son API, qui va être connecté avec un outil de fusion, qui attend la donnée de scrapping, qui va le stocker dans un format défini, qui va être analysé dans deux segments bien définis, et afin qu'il va envoyer une requête par email vers un email que je souhaite. Donc, qu'est-ce que ça fait? En fait, j'ai créé un webhook, qui est cette URL-là, qui envoie les informations là, et l'IA analyse le contenu de l'URL et envoie par mail une information comme quoi si ce site a un bon SEO. Vous savez, le SEO, c'est l'outil pour se positionner en pole position dans les moteurs de recherche. Donc, par exemple, si je sortais de ce projet-là et que je lui dis simplement crée une petite page qui analyse, qui envoie une requête à ce webhook et je colle, j'envoie. Il va me générer une petite page d'accueil et cette page va permettre d'analyser mon SEO. Ça veut dire que chaque fois que ce modèle-là sera activé comme ça et qu'une requête va arriver, parce que si je clique sur tester mon workflow, vous allez voir que dans le test du workflow, on a écrit ici, on attend qu'il y ait un appel d'URL. Donc, ça veut dire que quand cette page va être générée, bah, lorsque mon URL va arriver, je vais dire peut-être analyse le site de Adapt pour savoir s'il est bien référencé. ChatGPT va prendre le relais et je vais recevoir l'email comme quoi de cette analyse en français complet, bah, parfois en anglais, parfois en français, mais complet. Alors, j'attends que la page s'affiche et on va directement utiliser le webhook. Et voilà, ici, il n'a pas bien fait le truc comme je voulais. C'est aussi ça le problème. Il m'a envoyé le message, données JSON. Alors, donc, données apparentées, je vais mettre, c'est pas ça, je vais dire analyse d'une URL. C'est comme ça qu'on fait avec le vibe coding, hein. On teste, on teste uniquement et ça marche ou ça marche pas. Ça arrive parfois. Donc, voilà, et c'est tout. Si je commence à aller encore plus, qu'est-ce que je vais ajouter? Ben, alors, c'était la fin, hein. Lorsqu'on va utiliser des outils comme Figma avec des IA, on peut faire du back-end avec N8N. Et faire du back-end avec N8N, c'est hyper important parce que ça permet aussi de comprendre quel type d'application on peut connecter ensemble pour que ça évolue. Alors, c'est quoi les avantages d'avoir des MVP? Comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est automatisé énormément, presque à 80%, et on peut gagner énormément de temps avec. Qu'est-ce que je donne comme conseil avec tout ce que je vous ai donné? Simplifier. Il ne faut pas toujours chercher à utiliser les meilleurs outils, chercher des outils qui ont du sens pour vos projets.
impliquer des utilisateurs et tout le temps itérer. Par exemple, vous avez vu que lorsque j'ai développé le premier produit, alors, je vais tester ça. Vous voyez que voilà, il m'a généré ça. Je développe un produit, je veux faire tout simple. C'est un webhook tester. Donc, on va peut-être analyser un site qui s'appelle DH Company, mon propre site. Si je viens là et j'entre l'URL, observez, je vais mettre ce système-là. Je vais tester le workflow dont il marche. Donc, là, je lance mon URL. Regardez ce qui se passe. Vous voyez que mon workflow a récupéré une information et l'agent IA est en train de travailler. Après que cet agent aura travaillé, il va passer le relais à cet autre agent. Une fois que cet autre agent a travaillé, l'information va passer directement dans le parseur, le fusionneur, et on va aller jusqu'à m'envoyer un mail à ma boîte mail. Et je vais vous montrer le message qui m'a été envoyé uniquement sur l'analyse de cette URL. Et je peux vous montrer encore qu'est-ce que j'ai mis. Ici, on a prompté. Vous voyez qu'ici, on a workflow a été exécuté. Vous allez voir qu'ici, j'ai fait un prompt où j'explique, tu es un SEO manager, ton rôle, c'est d'analyser, la structure, c'est ci et c'est ça. Et où est-ce que l'email est parti? Si vous voulez savoir, bah, on a mis, je mets dans ma boîte mail personnelle. Et vous allez voir qu'ici, si je viens dans ma boîte perso, j'aurais reçu un email avec l'analyse SEO qui vient de se faire. Vous voyez ça? One Page Audit SEO. Et voilà, il est analysé. Et là, on a créé un MVP, un outil qui analyse le SEO des clients. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour tester auprès des clients et gagner de l'argent. Et c'est tout. Je pense que si je continue, je ne vais pas m'arrêter. Donc, merci pour l'attention. Joël, cette session-ci, elle ouvre beaucoup les yeux. Hein. Bon, je suis sûr pour ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité d'utiliser au moins un ou deux de ces outils, ça devait être beaucoup, vraiment beaucoup pour eux. D'abord, on veut te remercier, Joël, pour cette très bonne présentation. On a quelques questions ici avant de te laisser partir. Je pense qu'il y avait des questions au début. Claude est intéressant pour l'idée d'analyse. Quel est le lien à utiliser pour avoir un training plus approfondi? Pour tout ce qui est data analyst, si je comprends bien. Oui. Bon, OK. C'est vrai que les formations que moi je donne dans ce domaine, c'est à Bruxelles. Donc, j'aurais pu lui dire, on peut garder contact et je peux vous donner les liens que je peux le plus possible et même vous inviter à être formé. Mais les formations en analyse de données, je ne recommande pas les formations sur le tard comme ça. Je recommande, il y a une très chouette formation sur Google, sur Udemy, sur Coursera, pardon. Là, si je trouve le lien, je vais transmettre à l'association et l'association pourrait partager avec les participants. Voilà. Donc, restez en contact avec Adapt et aussi nous, à Adapt, nous allons continuer à créer des programmes qui vont dans ce sens. Donc, déjà, comme j'ai dit à l'ouverture, on a un niveau 1, mais il y aura un niveau 2 qui sera IA appliqué. Donc, on va utiliser certains des outils que vous avez vus ici pour permettre aux jeunes de pouvoir créer des sites, de créer des prototypes de maquettes et tout. Et on va rester aussi en contact avec Joël parce que, Joël, je suis sûr qu'on on va continuer à te demander de participer à nos programmes d'études avec le Avec centre. plaisir. Donc, si vous êtes intéressé, restez en contact avec nous et participez au programme que nous avons créé. Et beaucoup de ces programmes seront basés dans ce genre de technologie. Je pense qu'on avait encore aussi une autre question. Le flyer pour les trainings, c'est déjà partagé. Et puis aussi, vous avez vos micros, vous pouvez ouvrir vos micros. Si vous avez des questions directement, vous avez des micros qui peuvent être, vous pouvez vous connecter, parler. Des dernières questions avant qu'on ne clôture ici. Et je vais aussi passer un petit à tous. Le centre, nous avons quelques personnes au centre là. Je sais pas. Salutations aux membres au centre. Ils sont vraiment calmes. Hein? Ils écoutaient attentivement Joël. Le centre, vous nous écoutez?
Nous vous écoutons. Vous avez des questions pour M. Joël Kuaté? Okay. Pas de questions? Moi, j'aurais une seule demande. Oui. Je ne sais pas si monsieur peut partager avec nous les liens. Oui. Les liens des différentes pages sur lesquelles il écrit. Ça va nous servir d'orientation pour la recherche, l'apprentissage, pour la vie. Avec plaisir. Je vais envoyer un message à Yannick, monsieur Yannick. Oui. Merci, très bonne question. Et aussi, rappelez-vous, cette session a été enregistrée, donc tous ceux qui participent, vous allez recevoir un email automatiquement qui va vous donner accès à la vidéo de cette session. Donc, s'il y a des questions, si vous voulez rentrer, revoir cette vidéo, bien des parties de cette vidéo, vous pouvez le faire. On a une autre question. Oui, allez-y. On a une main levée, allez-y. Oui, merci à vous. Je suis Sylvie. Je voudrais commencer par exprimer ma reconnaissance à Monsieur Joël pour sa brillante présentation. En effet, ce n'est pas une question proprement dit, c'est tout simplement pour lui dire qu'il a donné de très belles choses. Et après être aussi sincère, l'application de ces choses au fur et à mesure nous permettront d'avoir une infinité de questions à lui poser. Donc, c'est plutôt une doléance qui ne s'éloigne pas totalement de vous, afin qu'en cas de besoin, vous sachiez être le médiateur en qu'il parvienne à nous répondre plus efficacement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vais garder contact de toute façon, avec Adapt, on est toujours en contact et je vais toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez même directement me suivre sur LinkedIn, je réponds toujours. Et avec Adapt, je suis disponible, quoi. Ok, merci vraiment. Et comme je dis, on va continuer à travailler avec Joël, puisque nous mettons un grand accent sur l'IA. Donc, c'est incontournable. On a une autre question. Le livre, je pense que Joël a présenté le livre au début. Mais Joël, encore ton livre. Alors, pour le livre, j'ai beaucoup de demandes justement au Cameroun. Ben, je pense qu'Adapt sera le coin où je vais laisser quelques pièces de toute façon Oui. et je donnerai plus d'informations par la suite à M. Yannick pour ça. On verra comment s'arranger pour qu'il y ait au moins quelques pièces directement chez Adapt et ce sera vraiment à la fois le hub qui va pousser les gens à venir chez Adapt et que par le livre et même que par le livre, on peut aussi élargir et qu'Adapt soit vraiment le centre. Non, Vraiment, c'est une totalement. très bonne idée d'avoir de monde. Totalement. Very informative, very helpful too. Maybe a session in English. Ça, c'est vrai, hein, parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, qui aimaient bien la session quand ils voyaient notre annonce, mais on avait mis que c'était en français. Donc, Joël, il y a une demande, hein, en anglais aussi. Ça m'a fait penser à une IA que j'ai pensé qui pourrait peut-être un note taker qu'on pourrait intégrer dans l'appel qui va à la fin permettre aux gens d'avoir une transcription anglaise. J'y pense peut-être. Oui, mais tu fais des présentations, je sais que tu les fais globalement, il y a des présentations qui sont délivrées en anglais que tu offres aussi, souvent. Parfois, Okay, mais j'avoue, ça dépend du public. Quand c'est un public qui est typiquement anglophone, j'aurais parfois du mal à m'exprimer, mais quand c'est un public au niveau moyen, ça va, quoi. Niveau B1, B2, ça va. Voilà. Alors, je pense qu'on n'a plus de questions, je ne vois plus de mains levées. Donc, encore une fois, on va clôturer ici. Merci Joël pour cette vraiment présentation qui était vraiment illuminante pour nous ici.
Et comme tu peux voir, le centre est vraiment ravi de t'avoir comme une référence maintenant pour essayer de nous guider aussi dans cette journée transformative. Merci encore et à la prochaine, hein. Merci, à la prochaine et bonne suite. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.